Bonjour et bienvenue à Tenerife, dans les îles Canaries. Je me trouve exactement au sommet de l'île, sur le volcan Teide. Les îles Canaries sont espagnoles et se situent dans l'océan Atlantique, au large des côtes sud-marocaines. Nous allons suivre la mission scientifique Multiteide, conduite par l'IGN, l'Institut géographique national d'Espagne, auquel se rajoutent de nombreuses collaborations, dont celle avec l'Université de La Réunion et le CEREMA. La collaboration avec l'Université de La Réunion a son origine en 2005. Suite à une importante activité sismique dans les îles Canaries en 2004, tout porte à croire qu'une éruption volcanique va se produire dans les îles. Or, l'Espagne n'a alors aucun organisme dédié à la surveillance volcanologique et fait appel, au travers de l'Institut géographique national, à divers organismes et universités pour mettre en place une équipe de surveillance et de recherche. Multiteide est un projet de surveillance sur quelques années du système hydrothermal sommital du volcan Teide. Multi pour les multiples types de mesures prises sur le volcan, dont la température, les gaz du sol et des mesures géoélectriques et magnétiques. Toutes ces mesures prises dans le temps vont permettre de nous donner une image de la structure interne du volcan, de l'activité de son ou ses systèmes hydrothermaux. Nous ne manquerons pas de nous rendre à Santa Cruz, où se trouve le centre de monitoring de toutes les Canaries, et à Madrid à l'IGN pour discuter des premiers résultats. Et si vous avez la chance de pouvoir visiter Tenerife, c'est 14 millions d'années d'histoire géologique que vous aurez le plaisir de découvrir, et une flore exceptionnelle. Et à présent, allons voir sur le terrain ce que font les scientifiques. Alors on se situe ici à Tenerife, qui est une île volcanique exactement comme La Réunion, comme Hawaï, donc ce sont des points chauds. Le magmatisme est avant tout, c'est du magmatisme basaltique, mais on rencontre du volcanisme également très explosif. Nous allons travailler essentiellement sur l'hydrothermalisme, c'est-à-dire la circulation d'eau chaude à l'intérieur de l'édifice, à l'intérieur de l'ensemble du cône du Teide. L'importance de surveiller ces systèmes hydrothermaux, il y a de l'eau chaude qui circule à l'intérieur de ces volcans. À l'intérieur de cette eau chaude, il y a également des gaz qui sont piégés, des gaz acides. Et à l'échelle géologique, c'est-à-dire de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, évidemment, cette circulation hydrothermale va altérer les roches et va rendre l'édifice à l'intérieur plus fragile. Cette fragilisation de l'édifice peut entraîner des grands glissements. Alors c'est quelque chose qui est très connu sur l'ensemble de l'île de Tenerife. On a aussi bien sur le flanc nord que sur le flanc sud des très grands glissements qui sont visibles dans la morphologie de l'île. Ce projet Multiteide, avant de commencer à imaginer surveiller ce système hydrothermal, il a fallu d'abord le définir. Donc c'est un très gros projet de 5 ans qu'on a débuté en 2007, qu'on a terminé en 2011. Pas que centré sur l'édifice du Teide, mais à l'échelle de l'ensemble du système caldérique de Las Cañadas, qui comprend donc 3 grandes caldeiras. On a fait un travail assez exceptionnel, plus de 237 km de profil en polarisation spontanée.
11 850 mesures de polarisation spontanée ont été effectuées dans la caldeira de Las Cañadas. Elles ont permis de définir exactement l'extension du système hydrothermal du Teide. La polarisation spontanée est une méthode géoélectrique qui permet de mesurer la différence de potentiel qui existe naturellement dans le sol. Elle se pratique à l'aide de 2 électrodes reliées par un câble. L'origine de la différence de potentiel dans le sol est due principalement à l'eau de pluie qui s'infiltre. Cette infiltration entraîne un déplacement des charges électriques qui crée la différence de potentiel que l'on mesure. Une infiltration d'eau vers le bas donne une différence de potentiel négative. Une remontée de fluide vers le haut, typique des zones hydrothermales, donne une différence de potentiel positive. Donc un système un petit peu atypique, qui fait exactement 7 km par 3, qui est allongé, contrairement à la plupart des volcans où on a un système qui est circulaire. Ici on a un système allongé tout simplement parce que devant nous on a un édifice le plus important, le plus grand en altitude qui est le Teide, et juste derrière on a le second point de sortie qui est le Pico Viejo, et donc on a 2 systèmes hydrothermaux qui sont accolés l'un à l'autre. Système hydrothermal du Teide et système hydrothermal du Pico Viejo. Nous allons rejoindre maintenant l'Instituto Geográfico Nacional d'Espagne et nous allons commencer le début des mesures au sommet du Teide. Alors ici on se trouve à la base du cône sommital du Teide, sur une zone sud, la zone sud fumerolienne, donc on a pas mal de soufre tout autour. C'est une zone qui se situe à des températures de plus de 80 degrés, c'est-à-dire que c'est de la vapeur d'eau qui remonte. Elle remonte, c'est pas que de l'eau de pluie qui remonte, on a aussi des gaz volcaniques, c'est pour ça qu'on a du soufre tout autour de nous. Et on a choisi cette zone ici car c'est le point de plus haute température. Donc on est en train d'échantillonner les gaz, c'est-à-dire qu'on aspire dans cette seringue les gaz du sol, qu'on va injecter dans cette ampoule qui sera analysée ensuite en laboratoire, donc avec différents types d'analyses pour voir comment changent dans le temps, comment évoluent dans le temps ces compositions chimiques et isotopiques des gaz du Teide. L'activité hydrothermale génère des anomalies électriques que nous mesurons avec les électrodes. Ces anomalies dépendent de l'intensité de la circulation des fluides hydrothermaux. Donc, quand on observe comment change ce signal électrique au cours du temps, nous espérons être capables de déterminer comment vont évoluer ces systèmes hydrothermaux. En plus de la polarisation spontanée, nous mesurons le flux de CO2 qui provient du sol, parce que l'intention est de faire une étude multiparamétrique de l'activité hydrothermale qui se manifeste non seulement en anomalie de voltage électrique, la polarisation spontanée, sinon aussi en anomalie d'émission de CO2. Lorsque le magma remonte vers la surface, il libère de plus en plus de dioxyde de carbone, le CO2. Une augmentation du flux de CO2 fait partie des précurseurs d'une éruption volcanique.
On réalise également des mesures de température du sol avec ce type de capteurs, donc qui sont enfoncés à 30 cm de profondeur. Pourquoi 30 cm? Tout simplement pour minimiser l'influence externe, donc des variations de la température. Il faut savoir que dans tout le secteur du Teide, on a des températures qui montent maximum à 87 degrés. Ici, on est sur un point relativement chaud, on se retrouve à presque 83 degrés. Alors pourquoi un maximum de 87 degrés sur ce volcan? Il faut se rappeler qu'on est à 3718 mètres d'altitude et que tout simplement la température de vaporisation de l'eau se réalise aux alentours de 87 degrés. Donc on a un système hydrothermal, on a de l'eau de pluie froide qui s'infiltre dans le système, qui va se réchauffer, qui va arriver au point d'ébullition et qui va remonter vers la surface. C'est pour ça qu'on a ces températures qui saturent à un maximum de 87 degrés, on ne va pas au-delà. En plus de ces mesures de température, donc là on réalise une cartographie exactement comme en CO2, donc on place des capteurs un petit peu partout au niveau de la zone sommitale. On va coupler ces mesures sol avec des mesures drone par thermique infrarouge et aussi par caméra de ultra haute résolution avec des mesures au sol. Alors ces mesures, on les réalise grâce à la collaboration que l'on a avec Raphaël Antoine qui travaille au CEREMA et qui vient travailler avec nous sur ce volcan Teide. Une caméra thermique, c'est comme un appareil photo, sauf qu'elle va produire des images thermiques. Des images de la température d'une scène. Donc là en l'occurrence je suis en train de regarder, je suis en train d'observer les températures de surface de ce sol. Donc à quoi ça nous sert en contexte volcanologique? Elle va nous permettre de caractériser, d'observer les zones de remontée de fluide qui sont des zones de plus haute température. Donc là par exemple je suis en train d'observer une de ces zones particulières et on est entre 70 et 71 degrés. Nosotros tenemos una cámara térmica que no ve todo el cráter, pero ve la parte más interesante. Là, on fait ces mesures de nuit car il s'agit de caractériser des anomalies thermiques provenant du système hydrothermal qui est en train de remonter. Et ces fluides vont arriver à la surface et réchauffer la surface. Pour le drone, c'est un véritable challenge de le faire voler ici, par 3500 mètres de nuit. En fait, il y a des accalmies qui durent plus ou moins longtemps et ensuite il y a des rafales. Et le vol va durer 9 minutes, donc c'est pas fait forcément pour voler à cette altitude. Avec les drones, nous avons réalisé le modèle de terrain haute définition en 3 dimensions de la partie sommitale du cône du Teide. La thermique infrarouge donne des images de la température en surface de l'ensemble du cratère. Les zones d'anomalie infrarouge en surface sont le reflet de la carte des températures à 30 cm de profondeur. La comparaison des cartes de température à 30 cm de profondeur et de la diffusion du CO2 montre une corrélation des anomalies. Les systèmes hydrothermaux sont des zones où remontent chaleur, vapeur d'eau et gaz. Surveiller l'activité hydrothermale d'un volcan est important parce qu'elle est une image de l'activité volcanique en profondeur.
Répéter des mesures multiparamétriques au fil des saisons, des années, permet d'évaluer si les variations sont cycliques, dues aux effets de saison, ou si elles indiquent autre chose. Mesurer la sismicité est un autre paramètre fondamental de la surveillance volcanologique du volcan Teide et de l'ensemble des îles Canaries, et qui a été fortement renforcé grâce au projet Multiteide. Rendons-nous à l'IGN de Santa Cruz de Tenerife et à l'Observatoire géophysique central de Madrid pour comprendre l'importance de la localisation des séismes. Nous sommes capables de localiser quasi 60 à 70% de tous les tremblements de terre qui se produisent, même les plus faibles, et qui sont observés avec la meilleure de nos stations sismiques qui se trouvent dans las Cañadas du Teide. Nous avons énormément amélioré la capacité de localisation grâce aux améliorations du réseau sismique regroupé. Un réseau sismique regroupé, c'est simplement un alignement de sismomètres très proches l'un de l'autre, à une distance comprise entre 50 et 100 mètres. L'onde qui arrive au réseau sismique parvient comme un front d'onde plane aux différents capteurs et donne la direction du signal sismique, indiquant la source d'émission. De 50 à 100 tremblements de terre sont localisés par mois à Tenerife et dans les environs jusqu'à la Grande Canarie, où se produit une sismicité en principe générée par l'activité volcanique du Teide. Lorsqu'on a un tremblement de terre, on a une phase bien déterminée. On a une onde P et une onde S. Que se passe-t-il? Les volcans non seulement produisent des tremblements de terre, mais donnent aussi un autre type de signal plus difficile à localiser. Un trémor, c'est un signal continu de mouvement de magma ou de fluide. Avec un réseau sismique conventionnel, c'est très difficile à localiser. Avec un réseau sismique regroupé, on est capable, après analyse, de savoir d'où vient ce signal continu. C'est l'analyse de la sismicité à l'aide du nouveau réseau installé au Teide qui a permis en 2011 de localiser précisément le début d'activité dans le sud-ouest des îles Canaries, à l'île d'El Hierro. Voilà, ça c'est l'éruption d'El Hierro. On voit au cours du début du mois d'octobre qu'on a beaucoup de tremblements de terre. À partir du 10 octobre 2011, nous voyons un signal continu, et c'est réellement là qu'a commencé l'éruption. Le trémor indique que l'éruption se déroule dans le sud de l'île. Un hélicoptère est dépêché dans la zone. Les premières observations montrent des poissons morts à la surface de l'eau. L'université de Cadiz, après analyse, informe que les poissons sont morts des suites d'une décompression subite. À partir du 12 octobre, une grande nappe verdâtre s'étend sur l'océan et devient gigantesque dès le 15 octobre. Ce même jour, la nappe verdâtre devient marron. Des roches flottantes noires apparaissent. À partir de la fin du mois d'octobre, des paquets de roches comme des ballons arrivent en surface. Un dégazage se produit et les roches coulent dans la plupart des cas, juste après avoir perdu leur gaz. Eau, gaz et roches sont échantillonnés et analysés régulièrement de novembre à février.
Les températures enregistrées au cœur des ballons de roche sont de 400 à 500 degrés. L'éruption s'est terminée mi-février 2012 après 4 mois d'activité. Une caméra sous-marine a été déployée sur le fond marin à 300 mètres de profondeur début avril 2012. Les images montrent encore une intense activité de dégazage et un cône de scorie. Le cône est un véritable édifice volcanique de 212 mètres de hauteur. Il ne restait que 88 mètres pour que l'éruption atteigne la surface. Cet épisode volcanique a eu un impact au niveau de l'océan et dans une moindre mesure des conséquences pour les populations environnantes. Pour nous parler de dangers et de risques volcaniques, rencontrons à Madrid Carmen López Moreno, directrice de l'Observatoire central de l'Institut géographique national, et Alicia Felpeto, chargée de la cartographie des zones à risque volcanique. Les systèmes volcaniques actifs présentent une dynamique, et celle-ci change avec le temps. Tous les volcans actifs ont leur propre activité, qui implique des dangers distincts. Ils émettent des gaz volcaniques, des laves. Ils émettent des coulées pyroclastiques, comme celles que l'on a pu voir au volcan Fuego. Mais si la population ne vit pas à proximité et n'est pas exposée, le risque est pratiquement nul. Tous les volcans actifs ont de manière inhérente des dangers et un risque potentiel. Ils peuvent être diminués si nous atténuons l'exposition de ces valeurs, des personnes, à l'action de ces dangers. Connaître comment ont fonctionné nos volcans dans le passé, c'est ce qui nous donne les clés pour pouvoir déduire comment ils vont se comporter dans le futur. Nous pouvons calculer la probabilité de chaque point d'une île volcanique, comme Tenerife, de contenir un futur centre éruptif. Quelle est la probabilité de chaque zone de vivre une nouvelle éruption ou non ? Il y a des structures qui donnent des informations par où est monté le magma jusqu'à la surface dans le passé, et comment pouvaient être les centres éruptifs, les fractures, les filons magmatiques, etc. Nous avons besoin de savoir aussi comment étaient les volcans dans le passé, comment étaient les éruptions, finalement, pour pouvoir simuler numériquement comment seront les éruptions futures et ainsi construire une carte de danger volcanique. L'Institut géographique national d'Espagne a toutes les compétences pour la recherche et la surveillance dans les domaines les plus pointus de l'observation et de l'analyse, de l'acquisition et du traitement des données et de l'interprétation des résultats. Le projet multi-TID a pris fin en octobre 2018. Cerner les problématiques scientifiques, mettre en place des stratégies de surveillance efficaces à long terme et former de jeunes chercheurs ont été les principaux objectifs du projet multi-TID. Ces objectifs ont été atteints grâce à de réels échanges et partages de connaissances scientifiques. Pour plus d'informations sur la volcanologie du Teide et des îles Canaries, vous pouvez consulter les sites internet de l'IGN et de multi-TID.